clichés en Corse, mais est-ce qu'il y a d'autres... Il y a aussi... Non, il y a des clichés dont je me sers, parce que les clichés sont dans la vie. Le coup des bananes au début, je pense que le racisme existe partout en France, dans n'importe quel stade, il y a des cris de singe, etc. Donc on sait que le racisme existe, mais il existe aussi en Corse. Et c'est une réalité aussi corse, donc il ne s'agissait pas de l'éviter, donc le cliché. Après, ça m'intéressait d'utiliser le cliché pour aussi que dramaturgiquement il nous serve à quelque chose. C'est avec ce truc très cliché que, de manière assez fine, en fait, se met en place le système de manipulation, puisque à partir de là, elle devient redevable vis-à-vis de ceux qui l'ont libérée des mecs qui l'ont mis les bananes. Donc en fait, l'engrenage s'enclenche à ce moment-là. Après, il y a aussi la culture des armes qui est très présente en Corse. Il y a une scène avec des armes. Un des types qui me conseillait pour le film, qui connaît bien la Corse et le milieu aussi, parce qu'il est avocat, il est pénaliste, m'avait dit qu'il avait assisté à ça, le coup des cibles qui sont disposées sur la mer, et je trouvais que c'était une image assez forte. Voilà, donc oui, il y a les clichés. Moi, je voulais que le film parfois se sert des clichés, et je voulais aussi que le film nous montre parfois l'envers ou l'autre côté de la carte postale. D'ailleurs, il pleut, j'étais ravi qu'il pleuve, et puis voilà, on arrive avec cette fille qui n'est pas corse, sur ce territoire qu'elle ne connaît pas, et elle en découvre toutes les facettes. Alors, il y a les facettes qu'elle fantasmait, comme moi, comme nous, continentaux parfois, et la beauté des plages corses en fait partie, un certain charme, etc. Mais il y a aussi des côtés plus sombres ou méconnus qu'elle découvre et qu'on découvre avec elle, et que moi j'ai aimé investir. Bonjour. Pourquoi avoir choisi de faire coïncider les deux versions à la fin dans le commissariat avec Djibril et elle, même si je pense que... Parce que pendant le film, on voit qu'ils ne sont pas très liés au final, ou très peu, ou juste rassemblés par les enfants, mais il y a pas, je trouve qu'il n'y a pas tellement de scènes vraiment sentimentales où on voit leur passion tous les deux, comme je sais pas, une forme d'habitude de vie. Et au final, à la fin, vraiment, ils sont fidèles tous les deux. Oui, alors c'est une bonne question. Moi, je me représentais ce couple comme tout de même un couple qui est en crise, et aussi un couple qui s'éloigne un peu, qui s'éloigne notamment à cause du secret que Mélissa a et qu'elle lui cache, qui fait qu'elle s'éloigne d'autant plus de lui. D'ailleurs, lui disparaît un peu à un moment du film, parce qu'il disparaît de son horizon à elle aussi, tellement elle est accaparée par ce qui est en train de l'aspirer. Et j'aimais l'idée théorique, mais qu'on a essayé de mettre en place avec Damien, qu'à la fin, ils se parlent à nouveau, qu'ils se retrouvent, mais en discutant par personne interposée, c'est-à-dire qu'ils ne se parlent pas directement, et pourtant c'est le moment où enfin ils se rencontrent à nouveau, quoi. Donc voilà, c'est comme des retrouvailles indirectes que je voulais mettre en scène, sachant qu'effectivement, avant, il y a un vrai écart entre l'un et l'autre tout au long du film. Tu veux dire un mot là-dessus, toi, Damien, qui a souvent des idées? Oui, parce que... Non, je réfléchissais. Effectivement, le film, ils ont l'air d'être séparés, mais en fait, ils sont tout le temps assez soudés. C'est-à-dire qu'ils s'aident quand même beaucoup l'un l'autre. Mélissa, elle aide quand même son mari à trouver un travail, enfin plus ou moins, elle participe à ça, même si elle voit que c'est un piège aussi. Et effectivement, à la fin, on voit qu'il y a une solidarité entre eux qui est très forte, malgré les épreuves, parce qu'ils ont quand même envie que ça... Enfin voilà, ils sont quand même amoureux finalement. Et donc voilà, effectivement, toute la question de la fin était de créer un lien entre les deux, en tout cas de voir comment on pouvait travailler un peu leur relation au long cours, et comment elle se transformait, et comment effectivement on arrivait au plan final où ils sont tous les deux dans les bras l'un de l'autre, et c'est la dernière image qu'on a d'eux, et que finalement tout le film aurait été un parcours pour se rapprocher, en fait, pour que tous les deux se rapprochent, malgré un secret qu'elle ne lui aura probablement pas dévoilé, mais dont on ne sait pas d'ailleurs si lui a compris exactement ce qu'elle avait vécu, de quoi on l'accuse, enfin, etc. Ça, c'est quelque chose qui reste un peu flou encore, je crois, pour le personnage de Djibril, non? Ouais, non, je pense qu'intuitivement, je pense qu'il se met à comprendre, il se le dit, il a un réflexe de protection, de solidarité, il y a presque un truc animal de protection et de solidarité, et qui fait qu'il la sauve et qu'il se retrouve. Ton film précédent est un film de procès, en partie, c'est la fille au bracelet. Celui-là, un film de prison, est-ce que tu es fasciné par ce milieu ou... Non, mais en tout cas, c'est pas conscient. Après, je pense que... Non, c'est pas du tout conscient. Je pense que ce qui est intéressant dans les procès,
c'est que ça met en scène des moments de crise, donc des moments qui en disent beaucoup sur l'individu, donc sur nous tous, et en plus c'est des moments où la société regarde ça, donc ça met en perspective l'individu par rapport au monde dans lequel il vit, donc voilà, c'est ça qui est intéressant, mais non, c'est pas conscient, c'est simplement que voilà, je me rends pas compte. Il y a une question là-bas. En tout cas, c'est ni conscient ni volontaire, mais j'ai conscience qu'effectivement il y a des résonances entre les deux. Bonsoir, merci pour ce très beau film. Non, je voulais juste rebondir sur 2 remarques qui avaient été faites un petit peu plus tôt. Pour la planque, moi j'ai tout de suite pensé oh là là, le vélo, mais il va se faire voler. Et puis ensuite, la remarque de madame, je me disais, mais ouais, en fait, elle n'est pas du tout intéressée par l'argent. Enfin, pour moi, de mon côté, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, non, mais après, votre interprétation vaut la mienne ou celle de n'importe quel autre spectateur. En tout cas, je pense que c'est indéniable que l'argent n'est pas du tout un de ses moteurs au départ. D'ailleurs, à un moment, elle dit « je fais pas ça pour l'argent », elle dit non au début. Donc c'est sûr que c'est pas un moteur premier. Il n'empêche que ça compte quand même. Et quelque chose qui compte beaucoup pour elle, c'est aussi la règle, le contrat, et qu'elle soit dans son travail où il y a des règles et elle respecte les règles, et c'est une très bonne gardienne de prison, où elle sait très bien faire la différence entre ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, où on sait qu'on dépasse un peu des limites, etc. Mais c'est pareil dans le milieu corse, où en fait elle est très attentive aussi au contrat qui a été respecté, au contrat qui n'a pas été respecté. Et donc que ce soit la loi, disons que ce soit la justice classique, ou disons le code d'honneur, ou la justice des malfrats, finalement pour elle c'est un petit peu aussi la même chose, d'une certaine manière. Oui, moi je reste un peu sur ma faim sur la qualité des enquêteurs de police judiciaire. Parce que, franchement, les téléphones portables, ça borne, donc je les trouve quand même très peu incisifs. Alors je ne sais pas si vous avez travaillé le scénario avec des spécialistes. Moi je ne suis pas du tout dans la police judiciaire. Et je trouve ça, je reste un peu sur ma faim. Et puis je doute aussi de de l'utilisation de cette gardienne pour reconnaître. Parce que finalement, enfin je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a échappé, mais le jeune Pietri, lui forcément, il l'a vu aussi, donc prendre un double risque, c'est-à-dire d'avoir un renseignement d'un agent de la pénitentiaire et ensuite de l'exposer notamment dans un aéroport, on sait que c'est truffé de caméras, de vidéos, là ils utilisent Oui, non, mais c'est aussi... Mais franchement, je trouve que là c'est un peu... personnellement, moi je reste sur ma faim. Ouais, je t'entends. Pour le coup, il y a des caméras partout, donc si Pietri est sur place pour montrer qui est qui, Pietri on va le voir, et lui il est connu, donc on risque de le retrouver. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont demandé de Maton de le faire. Après, les policiers, c'est certains qui font très mal leur métier. Mais on a affaire à un commissaire qui ne veut pas faire de vagues, on a un commissaire qui veut que les affaires... qui est résigné. On peut imaginer pourquoi il l'est, d'ailleurs il y a plein de raisons qui peuvent l'expliquer. Et par contraste avec ce jeune premier qui lui est très motivé mais qui ne peut rien faire si sa hiérarchie ne suit pas. Donc voilà, moi je jouais sur le ressort comique de ces deux énergies très très différentes. Et ce qui m'intéressait dans les scènes de police aussi, c'était de montrer une enquête policière qui ne ressemble pas à ce qu'on voit habituellement des enquêtes policières, mais qui est peut-être en fait un peu plus proche là aussi de la réalité. C'est-à-dire qu'une enquête de police, souvent c'est une enquête qui n'avance pas, c'est une enquête qui tâtonne, c'est une enquête qui se heurte à des résistances. Elles peuvent être matérielles avec des éléments qui ne sont pas de bonne qualité, elles peuvent être humaines aussi, avec parfois justement une hiérarchie qui n'a pas envie d'avancer, qui fait obstruction, pour des raisons, encore une fois, qui peuvent être obscures mais qu'on peut deviner. Donc voilà, j'ai voulu montrer ça, ce qui est effectivement pas ce qu'on voit habituellement dans les films, où ça avance et ça avance bien et avec des rebondissements. D'ailleurs, ton duo, bravo, Michel Faux et Pablo Paoli, ça fait des étincelles quand même. Voilà, on parlait de référence. Pour Michel Faux, je me souviens que je lui avais dit qu'il fallait s'inspirer de Mattei dans le deuxième souffle de Melville, où où Bourvil joue un flic, un commissaire. Et j'avais dit à Michel Faux, comme Bourvil dans ce film-là, il faut que vous ne fassiez rien, lui qui a l'habitude de se travestir ou de faire des choses très exubérantes. J'avais dit, il faut ne rien faire. Je pense que, évidemment, ne rien faire, c'est déjà joué.
Mais là aussi, je pense qu'il a accepté parce que c'était un truc auquel il s'était jamais essayé et que ça l'amusait de le faire. Ouais, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Félicitations pour le film. Juste une petite question. Pourquoi les enfants de Mélissa ne sont pas les enfants de Djibril? Ouais, c'est un couple recomposé, enfin c'est une famille recomposée, donc elle a eu ses enfants d'une première union et après elle s'est mise avec Djibril. Ce qui la rend aussi un peu plus vulnérable, c'est-à-dire que cette famille, c'est une famille recomposée, on peut s'imaginer qu'elle a donc vécu une précédente rupture, que là il y a un truc de reconstruction, donc ça met aussi de l'enjeu et ça fragilise aussi cette famille. Ce qui l'oblige d'autant plus, Mélissa, à ce que l'expérience là-bas et ce nouveau départ prennent corps et se passe bien. Donc voilà. Mais voilà, de manière très arbitraire, je me suis dit qu'il y avait beaucoup de familles recomposées, que ça allait en être une de plus. Et c'est vrai que ça place Djibril dans une situation où sa légitimité n'est pas tout à fait la même. En tout cas, il peut éprouver ça que si c'était une famille nucléaire classique. Donc je trouvais ça intéressant sur ce qui joue. Et merci d'avoir repris Philippe Sard comme compositeur, quand même. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu. Ouais, j'étais ravi qu'il fasse cette musique, effectivement. Non, l'idée de la musique, c'est qu'il fallait que la musique, elle apporte quelque chose d'intemporel. C'est une histoire, je pense qu'elle est quand même inscrite dans une réalité qui est assez contemporaine. Mais pour autant, je me disais que la musique devait apporter une forme de verticalité et aussi une dimension intemporelle. Et la musique de Philippe Sard, elle participe. Et ça, par exemple, le choix de la musique, c'est un truc qui s'est fait pendant le montage. J'ai jamais d'idée de musique. Je réfléchis peu en musique, c'est pas ma manière de penser. Donc quand j'écris ou quand je tourne, j'ai pas encore d'idée de musique. Et c'est vraiment au montage qu'on se met à se poser des questions. Et d'avoir du temps au montage, ça nous a permis d'expérimenter des choses et d'arriver à lui et de travailler avec lui, n'est-ce pas? Oui, parce que c'était pas un premier choix. Ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on prend des musiques qui existent, qui préexistent, et puis on les essaye. Et je sais que effectivement, Philippe Sard avait été évoqué à un moment. En fait, on s'était dit à qui on pourrait faire appel pour la musique. Soit on fait appel à des jeunes compositeurs voilà, qu'on va découvrir, soit on peut tenter de faire appel à des gens qui ont, voilà, qui ont du métier. Et Philippe Sard, effectivement, il a une filmographie longue comme le bras. Enfin, c'est quelqu'un qui a fait une quantité de films invraisemblables. Et on l'a pris un peu comme un pari en se disant, ben voilà, si on faisait appel à quelqu'un comme ça, qu'on n'a pas effectivement entendu depuis très longtemps, je crois que son dernier film datait de 2013 ou un truc comme ça, enfin c'était quelqu'un qui ne travaillait plus beaucoup. Et il a été très enthousiaste tout de suite. Mais ça n'a pas été toujours très simple, déjà parce que justement on voulait éviter certains clichés, notamment le cliché de la musique un peu corse, ou sonorité un peu corse. Donc il a fallu arriver aussi à trouver ce qui allait être juste pour le film, sachant qu'on ne voulait pas une musique illustrative, on ne voulait pas une musique qui décrive les sentiments des personnages, ou une musique de suspense, qui sont des choses un peu clichés, et on voulait plutôt une musique qui vienne chapitrer le film, ou scander des moments, ou en tout cas... et surtout, on voulait une musique qui s'entende, parce que la tendance un peu dans le cinéma français, c'est ce qu'on appelle des nappes, ou des musiques qui sont un petit peu en dessous, qui sont un petit peu discrètes, et nous on avait envie que la musique soit un vrai personnage, mais disons des vrais moments du film, et qu'elle ait une vraie place dans le film. Il y a une citation qui n'est plus sur la fiche définitive, mais j'aimerais que tu m'expliques, là, ici on n'oublie personne. À un moment, c'est Scaniglia qui lui dit ça, ici on n'oublie personne et personne ne nous oublie. Non, mais c'est ce principe, cette histoire elle se passe en Corse parce que par sa géographie, l'île exerce un principe d'enfermement sur le personnage et tout se sait, et tout se sait d'autant plus que c'est une île. Et ici on n'oublie personne parce que ça participe de ce truc-là, quoi. Voilà. Et à un moment, le distributeur, ouais, là ça apparaît, ouais. Le distributeur l'avait mis sur l'affiche à un moment, puis après il a changé. C'est une référence au prophète. Mais ça, là-dessus, j'ai aucune prise. C'est vraiment des choix du distributeur qui fait son métier pour qu'il y ait des gens dans les salles, quoi. Donc je reviens sur la géographie et sur le fait que c'est aussi un film sur la Corse, et c'est un film corse, quoi, d'une certaine façon. Pourquoi pas avoir tourné à Bastia, puisque Borgo, Bastia.
Est-ce que c'était parce que c'était pour la beauté du golfe d'Ajaccio et qu'il y avait une géographie particulière, ou est-ce que c'est la production qui fait que, je ne sais pas. Et ensuite, est-ce que ça a été montré en Corse, et est-ce que là-bas, les Corses de l'île, comme les Corses du continent, peuvent avoir le sentiment quand même que ça évoque, de façon subtile, je trouve, la réalité de la proximité avec la criminalité et du phénomène du piège, de la collusion naturelle, familiale, amicale, etc. Et est-ce qu'il y a eu des retours de ce point de vue-là? Ouais, alors pourquoi on l'a tourné à Ajaccio? C'est vraiment parce qu'on a fait des repérages et que c'est là-bas qu'on l'a trouvé. Moi, je pensais plutôt tourner vers le Cap et au nord parce que c'est la partie de l'île que je connaissais le mieux. Moi, je suis continental, je connais l'île parce que j'y vais parfois en vacances et tout. Et en fait, en faisant les repérages, c'est à Ajaccio qu'on a trouvé finalement les décors qui se prêtaient le mieux à l'histoire. Donc c'est vraiment voilà, pour ça qu'on est allé en Corse et à Ajaccio. J'étais content de découvrir cette contrée-là et je me disais, tiens, ça marchera très bien. Là où elle habite, ce quartier, etc. Enfin, voilà, j'avais trouvé la base ce qui allait enrichir le film. Et oui, il a été montré en Corse, il y avait un festival à Bastia qui s'appelle Artemar. Il y a eu une alerte à la bombe, donc la salle a été vidée. Mais c'est quand même un film qui a été soutenu par la région Corse. Donc le scénario avait circulé, etc. Il avait été... on a un soutien financier de la région. Et la plupart des techniciens sont corses. Il y a évidemment beaucoup d'acteurs qui sont corses. Et on a tourné du côté d'Ajaccio. On a été très bien accueillis par tous ceux qui nous ont reçus pour faire le film. Voilà, donc le sentiment général, il est très positif. Vous avez dit que vous avez l'impression que ça représente bien la réalité de ce qu'est la Corse, de cette parfois... que tout n'est pas totalement étanche entre le milieu, la vie ordinaire, etc. Là-dessus, beaucoup de gens qui ont vu le film là-bas m'ont dit c'est tout à fait juste ce que le film décrit. Donc j'ai l'impression que la réception est bonne, même s'il y a eu cette histoire d'alerte à la bombe. Voilà. Mais la projection a quand même eu lieu. Avec un débat à 1h du matin, quoi. Donc vous imaginez... Le film a été programmé à 9h, il a été projeté à 11h, donc il s'est fini à 1h. Ouais. C'est une allégorie de la Corse. C'est les aléas. Voilà. Une dernière question peut-être? En tout cas, merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Merci aux distributeurs. Le film sort le 17 avril. Merci, madame, et Marjara, vous verrez.